Ma famille a dit que je rendrais le mariage gênant. Laisse ta sœur avoir son jour. Alors je n'y suis pas allé. Cette nuit-là, j'ai regardé les infos, son mari l'a frappé devant toute la salle de bal. Je m'appelle Ambre et j'ai 32 ans. Je n'aurais jamais imaginé que je verrais le mariage de ma sœur à travers une vidéo virale de son nouveau mari la giflant violemment en plein visage. La culpabilité de ne pas avoir été là me hante quotidiennement. Quand ma famille m'a dit que je rendrais le mariage gênant, je suis à contre-cœur resté à l'écart. Cette décision me revient en mémoire chaque fois que je revois son visage en larmes dans cette robe blanche, abasourdi par sa violence, tandis que 200 invités regardaient, horrifiés. Olivia et moi sommes nés à seulement 4 ans d'intervalle. Je me souviens encore de l'excitation que j'ai ressentie lorsque mes parents l'ont ramenée de la maternité. Avec ses grands yeux marrons et ses doigts minuscules, elle a immédiatement conquis mon cœur. Petite fille, nous partagions tout. Notre chambre était un monde merveilleux de secrets et de fous rires. Je lui ai appris à tresser les cheveux, et elle me suivait partout comme une ombre dévouée. Ses premières années étaient simples et douces, remplies d'aventures dans le jardin et de jeux inventés que nous seuls comprenions. Le changement dans notre relation a été si progressif que je l'ai à peine remarqué. Vers l'âge de 12 ans, alors qu'Olivia en avait 8, mes parents ont commencé à nous traiter différemment. Au début, c'était de petites choses. Olivia avait droit à un dessert même si elle ne finissait pas son dîner. Elle recevait des cadeaux supplémentaires sans raison. Quand je demandais le même traitement, ma mère souriait d'un air pincé et disait « Ambre, tu es plus âgée. Tu dois donner l'exemple. » Au lycée, le traitement de faveur était devenu impossible à ignorer. Mon 16e anniversaire est arrivé avec un minimum de fanfare. J'avais laissé entendre pendant des mois que je voulais une petite fête avec mes amis au bowling local. Rien d'extravagant, juste des pizzas et quelques heures de plaisir. Le jour est passé avec juste un gâteau fait maison et un nouveau pull. Les temps sont durs en ce moment, ma chérie, m'a expliqué mon père. On se rattrapera. 3 mois plus tard, pour les 12 ans d'Olivia, mes parents ont transformé notre jardin en fête foraine, avec des jeux loués, une machine à barbe à papa et des sacs cadeaux pour 20 de ses amis. J'ai aidé à installer les décorations et j'ai servi le punch en ravalant ma peine. Ce soir-là, j'ai surpris une conversation entre mes parents sur les coups. Ça valait le coup de puiser dans le compte épargne-études, a dit mon père. Tu as vu à quel point elle était heureuse. C'était la première fois que je réalisais qu'ils utilisaient l'argent destiné à mes études pour les célébrations d'Olivia. La découverte m'a frappé comme un coup de poing. Cette nuit-là, j'ai postulé pour mon premier job à temps partiel à l'épicerie du coin. Tout au long du lycée, j'ai travaillé 20 heures par semaine tout en maintenant mes notes. Pendant ce temps, Olivia recevait une allocation 3 fois supérieure à ce que j'avais jamais eu, simplement pour exister. La trahison la plus profonde est survenue pendant ma terminale. Je sortais avec Julien depuis près de 6 mois. Il était gentil, intelligent, et le premier garçon qui comptait vraiment pour moi. Un après-midi, je suis rentré plus tôt du travail pour trouver Olivia et Julien assis bien trop près l'un de l'autre sur le canapé du salon. Ils se sont écartés brusquement quand je suis entré, mais leur regard coupable disait tout. Plus tard dans la soirée, Julien a avoué qu'il se voyait en secret depuis des semaines. Quand j'ai confronté Olivia, elle a haussé les épaules et a dit « Je lui plaisais davantage. » Ce n'est pas de ma faute. Au lieu de s'occuper du comportement d'Olivia, mes parents ont suggéré que je surréagissais. Les garçons, ça va, ça vient, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Ne fais pas de drame pour rien. Je suis parti à l'université avec une bourse partielle et des prêts étudiants, déterminé à construire une vie loin de la dynamique toxique de la maison. Ces 4 années ont été transformatrices. Je me suis fait de véritables amis, j'ai excellé sur le plan académique et j'ai découvert ma passion pour le marketing. Pour la première fois, mes réussites étaient reconnues et célébrées. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et décroché un poste dans une entreprise respectée à Lyon. L'expérience universitaire d'Olivia a été très différente. Elle est allée à l'université locale, mes parents couvrant toutes ses dépenses. Malgré cet avantage, elle a changé de spécialisation 3 fois et a mis 5 ans pour obtenir un diplôme avec des notes médiocres. Durant cette période, nos parents ont continué à la sortir de toutes les difficultés, des contraventions de stationnement aux cours ratés qu'il fallait repasser. J'ai fait plusieurs tentatives pour réparer notre relation pendant ces années. À chaque Noël, je rentrais à la maison avec des cadeaux attentionnés et un intérêt sincère pour sa vie. Parfois, nous reconnections brièvement, partageant des souvenirs et riant comme avant, mais inévitablement,
quelque chose déclenchait les anciens schémas. Olivia faisait une remarque cinglante sur mon apparence ou ma carrière, et quand je répondais, blessé, la famille se ralliait autour d'elle. Pourquoi faut-il toujours que tu sois si sensible, Ambre, était devenu leur refrain collectif. Chaque fois que j'établissais une limite ou que j'exprimais mon mécontentement d'être traité injustement, j'étais qualifié de difficile et de dramatique. Les réunions de famille sont devenues des exercices d'endurance émotionnelle. J'ai appris à sourire face aux affronts et à garder mes larmes pour l'intimité de ma chambre d'enfant ou le long trajet de retour à mon appartement. La thérapie m'a aidé à comprendre que je n'étais ni folle ni hypersensible. Ma thérapeute m'a initié à des termes comme bouc émissaire familial et syndrome de l'enfant en or. Cette validation était à la fois réconfortante et douloureuse. J'ai réalisé que la dynamique n'allait probablement pas changer, mais que je pouvais changer ma façon d'y répondre. J'ai envisagé de couper les ponts complètement, mais quelque chose me retenait toujours. Malgré tout, Olivia était toujours ma sœur. Je me souvenais de la petite fille qui m'avait autrefois regardé avec adoration. Je ne pouvais m'empêcher d'espérer que quelque part sous ce comportement de privilégié, cette personne existait encore. J'ai donc opté pour un contact limité plutôt que pour une rupture totale, me protégeant tout en laissant la porte légèrement entr'ouverte. J'ai rencontré Benoît pour la première fois lors du dîner de Noël il y a 2 ans. Olivia avait mentionné un nouveau petit ami dans nos rares appels téléphoniques, mais c'était leur première apparition officielle en tant que couple. Il est arrivé avec une montre de luxe et une bouteille de vin importé dont il s'est assuré que tout le monde connaisse le prix. Son sourire était parfait, trop parfait, comme s'il avait été répété devant un miroir. Ambre, la sœur qui a réussi, a-t-il dit lors des présentations, sa poignée de main ferme au point d'être inconfortable. Olivia me dit que vous êtes une vraie femme de carrière. Quelque chose dans son ton donnait au compliment l'air d'une accusation. Tout au long du dîner, Benoît a charmé mes parents avec des histoires sur la maison de vacances de sa famille à Courchevel et son poste dans une prestigieuse société d'investissement. Il avait fait les bonnes écoles, avait les bonnes relations, le bon tout. Mon père était particulièrement impressionné, remplissant attentivement le verre de Benoît et riant trop fort à ses blagues. Mais j'ai remarqué des choses sous la surface polie. Chaque fois qu'Olivia parlait, Benoît ramenait subtilement la conversation à lui-même. Quand elle a quitté la table pour aller aux toilettes, il a nonchalamment pris son téléphone et l'a fait défiler. Le plus inquiétant, c'étaient les blagues qui ressemblaient à des critiques à peine voilées. « Chérie, vas-y doucement avec la purée », a-t-il dit avec un petit rire quand Olivia s'est resservie. « N'oublie pas cette robe dans laquelle on doit rentrer pour le mariage des Martin. » Le visage d'Olivia s'est décomposé un instant avant qu'elle ne force un sourire et ne retire sa main. Personne d'autre ne semblait le remarquer ou s'en soucier. Après le dîner, Olivia a mentionné sa récente promotion à l'agence de marketing où elle travaillait. C'était la première fois depuis des années que je voyais une véritable excitation chez elle. C'est un poste de débutante pour l'instant, mais il y a un réel potentiel de croissance, a-t-elle expliqué. Benoît lui a tapoté la main avec condescendance. C'est mignon que tu tentes le coup de la carrière, mais honnêtement, avec ma trajectoire, tu n'auras pas à t'en soucier longtemps. Mon estomac s'est noué à ces mots et au hochement de tête approbateur d'Olivia. Ce n'était pas juste une plaisanterie de couple. C'était quelqu'un qui sapait systématiquement l'indépendance de ma sœur. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés pour dîner dans un restaurant chic de la ville. Benoît avait tout organisé, commandant pour Olivia sans consulter ses préférences. Lorsque le jeune serveur a complimenté Olivia sur son choix de vin, le comportement de Benoît a instantanément changé. Sa mâchoire s'est crispée et son regard s'est durci. On n'a pas besoin des services du sommelier, a-t-il lâché. Servez juste les verres et partez. Plus tard, dans les toilettes, j'ai demandé à Olivia si Benoît était toujours aussi dominateur. Elle a ri pour balayer mes craintes. Il est protecteur, c'est tout. Il veut le meilleur pour moi. Il y a une différence entre protecteur et possessif, ai-je rétorqué prudemment. Tu ne comprends pas. Il a des standards élevés parce qu'il tient à moi. Sa défense était immédiate, comme répété. Tout le monde ne veut pas être seule et indépendante comme toi. La pique m'a blessé, mais j'ai persisté. Quelques jours plus tard, j'ai invité Olivia à prendre un café, juste toutes les deux. J'avais répété ce que j'allais dire, essayant de trouver des mots qui ne la mettraient pas sur la défensive. Je tiens à toi, ai-je commencé en remuant lentement mon latte. Et j'ai remarqué des choses inquiétantes dans le comportement de Benoît. L'expression d'Olivia s'est immédiatement refermée. Laisse-moi deviner.
Tu penses qu'il est contrôlant et que je pourrais trouver mieux. Je pense qu'il ne te traite pas avec le respect que tu mérites, ai-je dit doucement. La façon dont il vérifie ton téléphone, prend des décisions pour toi, critique ton corps et ta carrière. Ce sont des signaux d'alarme. Liv, Benoît a dit que tu ferais ça, a-t-elle répondu, sa voix soudainement froide. Il a dit que tu as toujours été jalouse de quiconque m'aime. Que tu ne supportes pas de me voir heureuse parce que tu es si misérable dans ta propre vie. J'étais stupéfaite, réduite au silence. La réalisation que Benoît avait monté ma sœur contre moi était dévastatrice. Ce n'est pas vrai, ai-je réussi à dire finalement. Je veux que tu sois heureuse. Je ne pense juste pas qu'il te rende heureuse. Je pense qu'il t'isole de tes amis et de ta famille, et c'est ce que font les agresseurs. Le mot agresseur était une erreur. Olivia s'est levée si rapidement que sa chaise a raclé bruyamment le sol. Tu es pathétique, a-t-elle sifflé. Benoît avait raison à ton sujet. Tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelqu'un qui a réussi et qui m'aime. Quelqu'un qui n'est pas temporaire comme toutes tes relations. Elle a attrapé son sac et est sortie en trombe, me laissant seul avec 2 cafés à moitié finis et un sentiment de vide dans la poitrine. Quand j'ai appelé mes parents pour leur faire part de mes inquiétudes, leur réponse a été prévisible. Benoît vient d'une excellente famille, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Ils ont une résidence secondaire sur la Côte d'Azur. Son père joue au golf avec un homme politique influent. Qu'est-ce que ça a à voir avec la façon dont il traite Olivia, ai-je demandé, la frustration montant. Tu as toujours été dur avec les petits amis de ta sœur, a renchéri mon père. Peut-être que tu devrais te concentrer sur le fait de trouver quelqu'un toi-même au lieu de critiquer les choix d'Olivia. 8 mois après cette introduction de Noël, Olivia a appelé pour annoncer ses fiançailles. Le diamant était énorme, la demande en mariage extravagante. Mais sur les photos qu'elle a envoyées, son sourire n'atteignait pas ses yeux. Pendant les mois de leurs fiançailles, j'ai vu ma sœur vibrante se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Sa garde-robe colorée a été remplacée par des tons neutres que Benoît préférait. Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues moins fréquentes et plus soignées. Des amis qu'elle connaissait depuis des années ont progressivement disparu de sa vie. Ma dernière tentative pour la joindre a eu lieu 1 mois avant le mariage. Je l'ai invitée à déjeuner dans notre restaurant préféré de notre enfance. Pendant un instant, entourée de la nourriture réconfortante et des souvenirs familiers, l'ancienne Olivia a refait surface. Elle a avoué avoir des doutes, se sentir submergée par les attentes de la famille de Benoît. Parfois, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer avec eux, a-t-elle admis à voix basse. Comme si rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. L'espoir a jailli en moi. Liv, tu n'es pas obligé de continuer si tu n'es pas sûr. Tu peux toujours faire marche arrière. Prendre plus de temps. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est trop tard. Tout est organisé. Maman et papa l'adorent. Les acomptes sont versés. Il n'est jamais trop tard, ai-je insisté en attrapant sa main. Je t'aiderai, quoi que tu aies besoin. La cloche au-dessus de la porte du restaurant a tinté, et le visage d'Olivia est passé instantanément de la vulnérabilité à la panique. Benoît s'est dirigé d'un pas rapide vers notre table, son expression furieuse. Ça fait 1 heure que je t'appelle, a-t-il dit à Olivia, ignorant complètement ma présence. On se racontait juste les derniers potins, ai-je expliqué, soutenant son regard. Un moment entre sœurs. Le sourire de Benoît était glacial. Un moment entre sœurs. C'est mignon. C'est drôle comme ce moment entre sœurs coïncide avec notre rendez-vous chez le traiteur, pour lequel nous sommes maintenant en retard. J'ai oublié, a dit Olivia rapidement en ramassant son sac. Je suis tellement désolée, chérie. Bien sûr que tu as oublié. La condescendance dans sa voix m'a donné la chair de poule. Puis il s'est tourné vers moi, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. Je sais ce que tu essaies de faire. Ça ne marchera pas. Olivia, c'est qui se soucie vraiment de son avenir. Après leur départ, je suis restée assise dans cette banquette pendant 1 heure de plus, un sentiment nauséeux grandissant au fond de mon estomac. Quand j'ai essayé d'appeler Olivia ce soir-là, son numéro était bloqué. Mes SMS n'ont pas été livrés. D'une manière ou d'une autre, je savais que c'était la dernière vraie conversation que nous aurions avant qu'elle ne devienne sa femme. J'ai appris les fiançailles officielles par Instagram, pas directement de ma sœur. La photo montrait la main d'Olivia arborant un énorme diamant avec la légende « Elle a dit oui ». La préparation du mariage commence.
L'absence de notification personnelle m'a blessé, j'ai essayé de rester positive. Malgré notre récent conflit, j'allais sûrement être incluse dans le mariage de ma seule sœur. Cette supposition a semblé se confirmer quand Olivia m'a appelé, semblant plus proche de son ancien moi qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur principale », a-t-elle dit, sa voix débordant d'excitation. Personne d'autre ne serait à sa place à côté de moi. Pendant un bref instant lumineux, j'ai ressenti de l'espoir pour notre relation. « Je serais honoré », ai-je répondu, l'émotion faisant trembler ma voix. « Quoi que tu aies besoin, je suis là. » Nous avons prévu d'aller choisir des robes le week-end suivant avec notre mère. J'ai passé la semaine à regarder des robes de demoiselle d'honneur en ligne, à créer un tableau Pinterest d'idées et à rechercher mes responsabilités en tant que demoiselle d'honneur principale. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'imaginer une véritable reconnexion avec ma sœur. La journée shopping a commencé agréablement. Olivia a essayé plusieurs robes magnifiques, et nous avons toutes eu les larmes aux yeux quand elle est apparue dans une création en dentelle à épaules dénudées qui semblait faite pour elle. Mais l'atmosphère a changé quand j'ai mentionné les robes des demoiselles d'honneur. Concentrons-nous sur la mariée aujourd'hui, a rapidement interjeté ma mère. On s'occupera du cortège plus tard. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise, mais j'ai balayé cette impression. Plus tard, au déjeuner, le téléphone d'Olivia n'arrêtait pas de vibrer avec des SMS qui crispaient son expression. Elle s'est excusée 2 fois pour passer des appels, revenant de plus en plus stressée. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui », a-t-elle répondu sèchement. La mère de Benoît a quelques opinions sur le lieu de réception. Le reste de la journée a été tendu. Quand j'ai essayé de discuter des dates pour un enterrement de vie de jeune fille, Olivia et ma mère ont changé de sujet. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Jessica, une amie d'enfance qui était restée proche de nous deux au fil des ans. « Je voulais juste te remercier de m'avoir suggéré comme demoiselle d'honneur », a-t-elle dit. « Je suis tellement excitée pour le week-end d'enterrement de vie de jeune fille d'Olivia à Ibiza. Tu as déjà réservé ton vol ? » Mon cœur s'est serré. Ibiza pour l'enterrement de vie de jeune fille. Olivia ne t'a pas dit ? Les 6 demoiselles d'honneur y vont le mois prochain. Elle a dit que sa future belle-sœur l'organise car la demoiselle d'honneur principale est trop occupée. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. 6 demoiselles d'honneur, un enterrement de vie de jeune fille prévu, et une demoiselle d'honneur principale désignée qui n'était pas moi. Alors que j'étais encore au téléphone avec Jessica, j'ai reçu un SMS de ma mère. « Appelle-moi quand tu pourras. Nous devons parler du mariage. » Au cours des semaines suivantes, l'exclusion est devenue plus flagrante. Des parents appelaient pour discuter des détails du mariage, supposant que je connaissais déjà des informations qui ne m'avaient jamais été communiquées. Ma cousine a mentionné la fête prénuptiale à laquelle je n'avais pas été invité, et une tante m'a interrogé sur le discours du dîner de répétition que je n'étais pas censé prononcer. Quand j'ai finalement confronté ma mère, sa réponse a été évasive. Olivia et Benoît veulent une certaine esthétique pour leur cortège. Ils prennent des décisions en tant que couple. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ma mère a soupiré lourdement. Ambre, tu sais comment tu peux être. Tu as tes opinions, une forte tête. Et ça me disqualifie pour être dans le mariage de ma sœur ? Personne ne dit ça, mais c'est le jour d'Olivia. La famille de Benoît est très traditionnelle, très soucieuse de l'image. Tout le monde marche sur des œufs pour s'assurer que tout se passe parfaitement. Donc, je suis quoi ? Une source d'embarras potentiel ? Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Mon père a appelé le lendemain, son approche plus directe. « Écoute, ma princesse, toi et Olivia avez toujours eu vos différends, et tu as clairement exprimé ce que tu pensais de Benoît. Parce que je tiens à elle, ai-je protesté. C'est possible, mais en ce moment, ce qui montrerait vraiment que tu tiens à elle, c'est de prendre du recul. Laisse ta sœur avoir sa journée sans conflit. C'est ce que fait la famille. » Chaque conversation me laissait plus isolée et confuse. Étais-je vraiment une telle perturbation que ma présence gâcherait le mariage de ma sœur ? Étais-je en train de surréagir à mon exclusion ? Le gaslighting était si efficace que j'ai commencé à douter de mes propres perceptions. Finalement, Olivia m'a demandé de la retrouver dans un café du centre-ville. Je suis arrivé en avance, le cœur battant d'anxiété. Elle est entrée avec 20 minutes de retard, impeccablement habillée, mais visiblement tendue. « J'apprécie que tu sois venu », a-t-elle commencé formellement,
comme si elle s'adressait à une associée plutôt qu'à sa sœur. Bien sûr, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. J'espérais que nous pourrions parler. Olivia a pris une profonde inspiration. Ce n'est pas facile pour moi, mais je dois être honnête. Benoît et moi avons discuté du cortège, et nous pensons qu'il serait préférable que tu assistes au mariage en tant qu'invité plutôt que comme demoiselle d'honneur. Même si je m'y attendais, entendre ces mots prononcés à voix haute était dévastateur. Je vois. Ce n'est rien de personnel, a-t-elle poursuivi, sans me regarder dans les yeux. Nous essayons de créer une certaine atmosphère. La famille de Benoît est très pointilleuse sur les apparences. Et étant donné ton habitude de dire ce que tu penses. Mon habitude de dire ce que je pense, ai-je répété lentement. Tu veux dire mon habitude de me soucier de ton bien-être? L'expression d'Olivia s'est durcie. C'est exactement de ça que je parle. Tu penses toujours savoir ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu juges mes choix, ma relation. Parce que j'ai vu comment il te traite, Liv. Comment il t'isole, te contrôle. Arrête, a-t-elle sifflé, jetant des regards nerveux autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. C'est pour ça que tu ne peux pas être dans le mariage. Tu ne peux pas simplement être heureuse pour moi. Je veux être heureuse pour toi, ai-je dit, retenant mes larmes. Mais je ne peux pas prétendre soutenir une relation que je crois être néfaste. Les mots suivants d'Olivia ont été plus blessants que tous les autres. Après mûre réflexion, Benoît et moi pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas du tout au mariage. Le café semblait basculer autour de moi. Tu me désinvites de ton mariage. Nous pensons que c'est pour le mieux. Il y a trop de tensions, trop d'histoires. Nous pensons où ils pensent. C'est une décision commune, a insisté Olivia, bien que ses yeux racontent une autre histoire. Benoît sent, et je suis d'accord, que ta présence créerait un stress inutile le jour qui devrait être le plus heureux de notre vie. Je n'ai pas pu parler pendant plusieurs instants. Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, elle était à peine audible. Je suis ta sœur, Olivia, ta seule sœur. Et si tu tiens vraiment à moi, tu respecteras nos souhaits. Elle s'est levée, lissant sa jupe. La cérémonie sera retransmise en direct pour la famille qui ne peut pas être présente. Tu pourras regarder de chez toi. Sur ce, elle est partie, me laissant seule avec un café froid et les restes brisés de notre relation. Le retour à la maison a été un brouillard de larmes et d'incrédulité. Comment en étions-nous arrivés là? Comment mon inquiétude pour son bien-être avait-elle abouti à une excommunication complète du jour le plus important de sa vie? Cette nuit-là, je me suis effondré au téléphone avec Rachel, ma meilleure amie depuis l'université. Je ne reconnais même plus ma propre famille, ai-je sangloté. Ils agissent comme si j'étais une présence toxique alors que tout ce que j'ai fait, c'est essayer de protéger Olivia. Ils permettent à un agresseur d'agir, a dit Rachel sans détour. Et ils font de toi la méchante parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité. Les semaines précédant le mariage ont été atroces. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de mine de préparatifs de mariage auxquels je ne participais pas. Des collègues me demandaient innocemment des nouvelles des noces de ma sœur, me forçant à inventer des explications sur la raison de mon absence. Les regards de pitié étaient presque pires que l'exclusion elle-même. À l'approche de la date, mes émotions oscillaient entre la colère, la douleur et une inquiétude lancinante. Quelque chose semblait profondément anormal dans toute cette situation, au-delà du simple rejet personnel. Mais j'avais été si complètement étiqueté comme étant le problème que personne n'écoutait mes préoccupations. La veille du mariage, ma mère a appelé. Je veux juste que tu saches que nous aimerions que les circonstances soient différentes, a-t-elle dit, sa voix tendue. Elles pourraient être différentes, ai-je répondu. Je pourrais être là demain, à soutenir ma sœur comme la famille devrait le faire. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Ce n'est pas moi qui rends les choses difficiles, ai-je dit avant de raccrocher. Cette nuit-là, je me suis endormi en pleurant, hanté par l'idée qu'Olivia allait remonter l'allée sans moi, se liant légalement à un homme qui avait déjà montré sa capacité à l'abus émotionnel et à la manipulation. Je ne savais pas encore que le lendemain allait révéler à quel point mes instincts avaient été justes depuis le début. Le matin du mariage d'Olivia s'est levé, clair et lumineux. Au lieu d'aider ma sœur à se préparer pour son grand jour, j'ai lacé mes chaussures de randonnée et rejoint un groupe d'amis pour une aventure en sentier dans la forêt près de Lyon. L'effort physique était exactement ce dont j'avais besoin, poussant mon corps à l'épuisement dans l'espoir de calmer mon esprit. Tu imposes un rythme d'enfer aujourd'hui,
a commenté mon ami Thomas alors que nous atteignions le sommet. Tout va bien? Ma sœur se marie en ce moment même, ai-je répondu, buvant une longue gorgée de ma bouteille d'eau. Avec quelqu'un que je pense être dangereux pour elle. Et tu n'es pas là. Pas invité. Les mots avaient encore un goût amer. C'est dur, a-t-il dit simplement. Et j'ai apprécié qu'il n'offre ni platitude ni optimisme forcé. Tout au long de la journée, j'ai résisté à l'envie de consulter les réseaux sociaux. Je savais que mes parents et ma famille élargie publieraient des photos célébrant le couple parfait et leur élégante cérémonie. Vers 16 heures, ma résolution s'est effondrée. Assise dans un café après notre randonnée, j'ai ouvert Instagram et j'ai été immédiatement confronté à des images d'Olivia dans sa robe de mariée, magnifique, mais quelque peu diminuée, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. La cérémonie avait eu lieu à 14 heures, ce qui signifiait qu'elle était officiellement Madame Benoît Lemaire maintenant. Cette pensée m'a tordu l'estomac. J'ai fait défiler d'autres photos. Le lieu de réception décoré en crème et or. Mes parents rayonnant de fierté. Benoît, élégant et soigné dans son smoking. Sa main possessive sur le bas du dos d'Olivia. J'ai fermé l'application et suis rentré chez moi, essayant de me concentrer sur un documentaire plutôt que d'imaginer la réception qui battait probablement son plein. Vers 21h30, mon téléphone a sonné. C'était Rachel, sa voix urgente et essoufflée. Ambre, tu regardes les infos? Non. Pourquoi? Allume TF1. Maintenant. Quelque chose dans son ton m'a fait attraper la télécommande. Le journal local revenait juste de la publicité. L'expression du présentateur était sérieuse. Notre titre principal ce soir, des images choquantes d'une réception de mariage au centre-ville montrent le marié frappant sa nouvelle épouse devant des centaines d'invités stupéfaits. La vidéo, qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux il y a quelques heures à peine, a déjà été vue plus de 50 000 fois. L'écran a basculé sur des images de téléphone portable, légèrement tremblantes mais indubitablement claires. La grande salle de bal de l'hôtel Le Meurice était immédiatement reconnaissable, décorée exactement comme je l'avais vu sur les photos Instagram. La vidéo montrait la table d'honneur pendant ce qui semblait être les discours. Benoît était debout, une coupe de champagne à la main, ses mots inaudibles par-dessus la musique de fond, mais son langage corporel racontait une histoire. Le léger balancement suggérant l'ivresse, la prise trop serrée sur le microphone, le sourire artificiel qui ne correspondait pas à ses yeux. La caméra a capturé Olivia se penchant pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Quoi qu'elle ait dit, cela a provoqué une transformation instantanée. Le visage de Benoît s'est crispé de rage, et avant que quiconque puisse réagir, sa main s'est envolée, heurtant la joue d'Olivia avec une force suffisante pour faire basculer sa tête sur le côté. Les halètements de la foule étaient audibles, même à travers l'enregistrement du téléphone. La main d'Olivia s'est portée à son visage, son expression un mélange de choc, de douleur et d'humiliation. Des larmes ont immédiatement jailli de ses yeux alors qu'elle regardait son nouveau mari avec incrédulité. Pendant un terrible instant, toute la pièce a semblé figée dans un silence horrifié. Puis le chaos a éclaté. Plusieurs invités masculins se sont précipités vers la table d'honneur. 2 agents de sécurité de l'hôtel sont apparus dans le champ, se déplaçant rapidement vers Benoît. La vidéo s'est coupée brusquement alors que quelqu'un passait devant la personne qui enregistrait. Le présentateur est réapparu. La mariée a été identifiée comme étant Olivia Dubois, fille des commerçants locaux Robert et Hélène Dubois. Le marié, Benoît Lemaire, est le fils du promoteur immobilier Guillaume Lemaire. La police a été appelée sur les lieux, mais aucune plainte n'a été déposée pour le moment. Nous continuerons à suivre cette affaire en développement. Je suis resté assise sur mon canapé, incapable de bouger, la télécommande toujours serrée dans ma main. L'image du visage choqué d'Olivia tournait en boucle dans mon esprit. Ma sœur, le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie, agressée publiquement par l'homme qui venait de jurer de l'aimer et de la chérir. Mes doigts tremblaient en composant le numéro d'Olivia. Directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé mes parents. Même résultat. J'ai envoyé SMS après SMS, sans recevoir de réponse. Le silence était assourdissant et terrifiant. Me tournant vers mon ordinateur portable, j'ai cherché le nom de Benoît. La vidéo était en effet devenue virale, apparaissant sur plusieurs sites d'actualité et plateformes de réseaux sociaux. Les commentaires affluaient à la minute, la plupart exprimant leur indignation et leur inquiétude pour Olivia. Quelques-uns défendaient Benoît, suggérant que ce devait être un malentendu ou qu'Olivia l'avait provoqué.
Lire ces commentaires m'a rendu physiquement malade. Les chaînes d'information locales reprenaient l'histoire, ajoutant de nouveaux détails à chaque diffusion. Le cortège avait été immédiatement dissous. La sécurité de l'hôtel avait escorté Benoît hors des lieux. Des invités ont rapporté qu'Olivia avait été emmenée dans une chambre privée par ses parents. Le départ prévu pour la lune de miel à Tahiti avait été annulé. La famille de Benoît avait publié une brève déclaration « Nous sommes conscients de l'incident malheureux qui s'est produit ce soir. La situation a été grandement exagérée par les réseaux sociaux. Nous demandons le respect de notre vie privée pendant que nos familles règlent cette affaire personnelle. » Le ton froid et corporatif de la déclaration m'a fait bouillir de rage. Incident malheureux, exagéré. Ils étaient déjà en train de manipuler le récit, essayant de minimiser ce qui était clairement une agression. À minuit, je ne supportais plus le silence. J'ai conduit jusqu'à la maison de banlieue de mes parents, la trouvant sombre et vide. Un voisin a confirmé qu'il n'était pas revenu de la ville. J'ai ensuite essayé l'appartement d'Olivia, avec le même résultat. Vers 1h du matin, mon téléphone a sonné avec une alerte info. Une femme identifiée comme Catherine Lebrun, l'ex-petite amie de Benoît d'il y a 3 ans, s'était manifestée avec des allégations d'abus similaires pendant leur relation. Je n'ai pas été surprise quand j'ai vu la vidéo, a-t-elle déclaré au journaliste. C'était son schéma. Charmant en public, volatile en privé. Quand j'ai essayé de le quitter, il est devenu violent. J'ai déposé une plainte, mais les relations de son père l'ont fait disparaître. J'espère juste qu'Olivia obtiendra le soutien que je n'ai jamais eu. Le sommeil était impossible cette nuit-là. Je suis resté assise à regarder mon téléphone, sursautant à chaque notification, désespéré d'avoir des nouvelles que ma sœur était en sécurité. La culpabilité était écrasante. J'aurais dû essayer plus fort de lui faire voir la vérité sur Benoît. J'aurais dû trouver un moyen de percer ses défenses. J'aurais dû être là aujourd'hui, invitation de mariage ou non. Le matin, l'histoire avait pris encore plus d'ampleur. D'autres témoins du mariage avaient parlé à la presse. Des détails ont émergé sur ce qui avait déclenché l'agression. Olivia aurait apparemment chuchoté qu'elle voulait partir tôt parce qu'elle ne se sentait pas bien. Benoît, déjà ivre et agacé qu'elle ne profite pas comme il se doit de leur fête coûteuse, s'était déchaîné. Le personnel de l'hôtel a confirmé que Benoît avait bu beaucoup tout au long de la réception et avait été impoli avec les serveurs avant l'incident. Un ami d'université de Benoît a rapporté anonymement que ce comportement n'était pas nouveau, que Benoît avait toujours eu un mauvais fond lorsqu'il était ivre ou contrarié. Ma sonnette a retenti vers 8h30. Je me suis précipité pour ouvrir, espérant que ce soit Olivia, mais j'ai trouvé ma mère debout sur le seuil, l'air hagard et vieilli prématurément. « Est-elle avec toi ?» furent ses premiers mots. « Non » ai-je répondu, reculant pour la laisser entrer. « J'ai essayé de vous joindre toute la nuit. »« Où est-elle ? Est-ce qu'elle va bien ?» Ma mère s'est affalée sur mon canapé, sa tenue de créateur du mariage maintenant froissée et usée. « Nous ne savons pas. » Elle ne répond pas à son téléphone. « Ton père est sorti la chercher. » Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après la vidéo ? J'avais du mal à former les mots. C'était horrible, a murmuré ma mère. Tout le monde nous regardait. Les gardes de sécurité ont emmené Benoît. Olivia était hystérique. Nous l'avons emmenée dans une chambre d'hôtel à l'étage pour la calmer. Je suis allé lui chercher de l'eau, et quand je suis revenu, elle était partie. Juste partie. La peur qui avait grandi toute la nuit a atteint son paroxysme. Et vous avez attendu jusqu'à maintenant pour venir ici, pour même me faire savoir ce qui se passait ? Nous pensions qu'elle aurait pu aller chez une de ses amies. Nous avons appelé tout le monde. Sauf moi, ai-je dit d'un ton plat. Vous n'avez pas pensé à m'appeler avant d'être à court d'options. Ma mère a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Nous ne pensions pas qu'elle viendrait te voir. Après tout, ai-je répété. Tu veux dire après que j'ai été la seule à essayer de vous avertir tous, exactement de ça ? De qui était vraiment Benoît ? Elle a tressailli à mes mots. Ce n'est pas le moment de dire « je te l'avais bien dit, Ambre ». Non, ai-je convenu, attrapant mes clés de voiture et mon téléphone. C'est le moment de trouver ma sœur. Le lendemain du mariage, des camionnettes de médias bordaient la rue tranquille de la banlieue de nos parents. Des journalistes avec des microphones se tenaient prêts en bordure de la propriété, espérant obtenir une déclaration ou un aperçu de la famille au centre de la controverse virale.
Je me suis garé à 2 rues de là et j'ai traversé le jardin d'un voisin pour les éviter. À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse. Mon père était assis à la table de la cuisine, fixant son téléphone d'un air absent. Ma mère parlait à voix basse avec les parents de Benoît dans le salon. « Des nouvelles d'Olivia ?» ai-je demandé en posant mon sac. Mon père a secoué la tête. « Ta mère a reçu un SMS vers 3 heures du matin disant qu'elle est en sécurité. C'est tout ce que nous savons. » Mon téléphone a vibré, un appel de ma mère. Confuse, j'ai regardé vers le salon où je pouvais encore entendre sa voix. L'écran affichait le numéro inconnu. « Allô ?» ai-je répondu prudemment. « Ambre, c'est moi. » La voix d'Olivia était à peine reconnaissable, rauque et faible. « On peut parler ? Juste nous deux. » Un flot de soulagement m'a envahi. « Bien sûr. Où es-tu ? Tu vas bien ? Je suis à l'hôtel Ibis près de l'autoroute, chambre 217. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne peux pas les affronter en ce moment. J'arrive, ai-je promis. Ne bouge pas, j'ai prétexté avoir besoin d'air et je me suis éclipsé par la porte de derrière, le cœur battant d'anxiété et d'espoir. 20 minutes plus tard, j'ai frappé doucement à la porte de la chambre 217. Olivia a ouvert, vêtue d'un jogging trop grand et d'un t-shirt ample, des articles que je supposais qu'elle avait dû acheter à la boutique de l'hôtel. Malgré la chaude journée d'été, elle avait mis la climatisation à fond. Des lunettes de soleil sombre couvraient ses yeux, même dans la pièce faiblement éclairée. Nous sommes restés là maladroitement un instant avant qu'elle ne s'avance et ne s'effondre dans mes bras, son corps secoué de sanglots silencieux. Je l'ai serré fort, sentant le poids des années de distance se dissoudre face à sa douleur. « Je suis tellement désolé » a-t-elle murmuré contre mon épaule. « Tu avais raison. Tu avais raison surtout. » Je l'ai guidée jusqu'au bord du lit, gardant mon bras autour de ses épaules. « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. J'ai juste besoin de savoir que tu es en sécurité. » As-tu vu un médecin ? Lentement, avec hésitation, elle a enlevé les lunettes de soleil. L'échymose qui s'épanouissait sur sa pommette racontait une histoire bien au-delà de la gifle capturée en vidéo. Ce n'était pas la première fois qu'il la frappait. Il y a plus, a-t-elle dit, enroulant doucement ses manches pour révéler des bleus en forme de doigts sur ses bras. C'est arrivé la veille du mariage, quand j'ai dit que j'avais des doutes. Une rage brûlante et aveuglante m'a envahi. Je me suis forcé à respirer, à rester calme pour elle. Ce n'était pas le moment des « je te l'avais bien dit ». C'était le moment du soutien. « Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ?» ai-je demandé doucement. J'avais honte, j'étais gêné. Et puis il y avait tellement de pression de la part de tout le monde. Maman et papa avaient dépensé une fortune pour le mariage. Ses parents disaient à tout le monde à quel point nous étions parfaits. J'avais l'impression d'être prise dans un courant qui me tirait vers quelque chose que je savais être mal, mais je ne pouvais plus lutter. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. « Et toi ? Je t'ai repoussé alors que tu étais la seule à essayer de m'aider. Il m'a convaincu que tu étais jalouse, que tu essayais de gâcher mon bonheur parce que tu n'avais personne dans ta vie. C'est ce que font les agresseurs, ai-je dit doucement. Ils t'isolent des gens qui pourraient t'aider à voir la vérité. » Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de tout ce qui s'était passé pesant entre nous. « Qu'est-ce qui a déclenché ça ? » ai-je finalement demandé. À la réception ? Le rire d'Olivia était creux. Je lui ai dit que je voulais partir tôt. J'ai dit que j'avais mal à la tête parce que je n'avais pas mangé de la journée. Il buvait depuis avant la cérémonie, devenant de plus en plus agressif. Il a dit que j'essayais de l'embarrasser devant sa famille et ses amis en n'ayant pas l'air assez heureuse à notre mariage parfait. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Quand les caméras étaient sur nous pendant les discours, j'ai chuchoté que j'avais vraiment besoin d'aller m'allonger. C'est là qu'il m'a frappé. Devant tout le monde, y compris sa mère, qui m'a dit plus tard que j'avais dû le provoquer. Sa mère a dit ça ? Je ne pouvais cacher mon choc. Elle n'a pas été la seule. Papa a suggéré que j'avais peut-être cherché les ennuis avec mon timing. Maman était plus inquiète que la vidéo devienne virale que de savoir si j'allais bien. Mon cœur s'est serré à cette confirmation des priorités de nos parents. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as quitté l'hôtel ? Je ne leur ai pas dit que je partais. Après qu'ils m'aient emmené dans cette chambre, je les ai entendus dans le couloir parler avec les parents de Benoît de la gestion de crise.
Ils discutaient d'une déclaration commune sur la façon dont la vidéo était trompeuse et l'incident exagéré. Sa voix s'est durcie. Je suis descendu par l'escalier de secours et j'ai pris un taxi jusqu'ici. Et Benoît, où est-il maintenant? Je ne sais pas. Son témoin l'a emmené quelque part après que la sécurité l'ait fait sortir de la salle de bal. Ses parents sont chez nous, soi-disant pour aider les familles à présenter un front uni, a-t-elle frissonné. Maman a appelé tout à l'heure en disant que je devrais rentrer à la maison pour qu'on puisse tous régler ça comme des adultes. Régler ça, ai-je répété, incrédule. Qu'est-ce qu'il pense qu'il y a à régler exactement? Elle a dit, et je cite, le mariage a ses moments difficiles. Il faut apprendre à gérer les conflits sans étaler son linge sale en public. Je n'ai pas pu contenir mon indignation. Il t'a agressé le jour de ton mariage devant des centaines de témoins. Ce n'est pas un moment difficile. C'est un crime. Les épaules d'Olivia se sont affaissées. Je sais, mais ils sont plus préoccupés par les apparences que par ma sécurité. La famille de Benoît a de l'argent et des relations. Nos parents pensent à leur statut social. Qu'est-ce que tu veux faire, ai-je demandé, me concentrant sur ce qui importait. Quelle que soit ta décision, je suis là pour toi. J'ai besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que je trouve une solution. Je ne peux pas retourner à mon appartement. Benoît a une clé. Sa voix tremblait. Je n'ai nulle part où aller. Si, tu en as un, ai-je dit fermement. Tu viens chez moi. J'ai une chambre d'amis. Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire. Pour la première fois, un soupçon de soulagement a traversé son visage. Tu es sûr? Après tout ce que je t'ai fait subir. Tu es ma sœur, ai-je dit simplement. Rien ne changera jamais ça. Nous avons rassemblé ces quelques affaires et avons quitté l'hôtel. Dans mon appartement, je l'ai aidée à s'installer dans la chambre d'amis, je lui ai apporté du thé et je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe dans un sommeil épuisé. Puis, j'ai passé quelques appels. Le lendemain matin, nous sommes allés chez nos parents pour récupérer certaines de ses affaires. La confrontation a été encore pire que ce que j'avais prévu. Te voilà. S'est exclamé ma mère quand nous sommes entrés. Les parents de Benoît se sont fait un sang d'encre. Ils sont à l'hôtel maintenant, mais ils seront soulagés de savoir que tu es en sécurité. Je ne vais pas voir Benoît, a dit Olivia fermement. Je suis juste là pour prendre mes affaires. Mon père est sorti de son bureau, le visage tiré. Ma chérie, je sais que tu es contrariée, mais tout le monde a de mauvais moments. L'important, c'est comment nous allons de l'avant. De mauvais moments, suis-je intervenu, incapable de me contenir. Il a agressé physiquement votre fille le jour de son mariage. Personne n'excuse ce qui s'est passé, a dit ma mère rapidement. Mais ces situations sont compliquées. Un coup de sang. Trop de champagne. Arrêtez, a dit Olivia, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Ce n'était pas un malentendu ou un incident isolé. Benoît a été contrôlant et violent tout au long de notre relation. J'étais juste trop honteuse pour l'admettre. Viol est une accusation très sérieuse, a averti mon père. Tu dois faire attention à la façon dont tu utilises ce mot. Elle a des bleus partout sur les bras datant de la veille du mariage, ai-je rétorqué. C'est assez prudent pour vous? L'expression de ma mère s'est durcie. Ambre, tu n'aides pas. Tu n'as jamais aimé Benoît, et maintenant tu utilises cet incident malheureux pour monter Olivia contre lui et sa famille. Je ne monte personne contre personne, ai-je répondu, luttant pour garder mon calme. Je soutiens ma sœur après qu'elle a été agressée par l'homme que vous l'avez tous poussé à épouser, malgré des signes avant-coureurs évidents. Personne ne l'a poussée, a insisté mon père. C'est une adulte qui a fait son propre choix. Après que vous ayez tous clairement fait comprendre que tout autre choix serait une déception, ai-je répliqué. Olivia, qui avait tranquillement rassemblé ses affaires, a soudain pris la parole. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là. C'est exactement pour ça que je suis parti hier. Tout le monde est plus préoccupé par le fait d'attribuer la faute ou de sauver les apparences que par mon état réel. Elle s'est tournée pour faire face directement à nos parents. Je reste chez Ambre pour l'instant. Je vais demander une annulation de mariage et une ordonnance restrictive demain. Je ne veux plus jamais voir ou parler à Benoît. Ne sois pas si hâtive, a plaidé ma mère. Au moins, par lui, et écoute sa version. Sa version? La voix d'Olivia s'est élevée, incrédule. Quelle explication possible pourrait justifier de me frapper?
Les gens font des erreurs, a dit mon père, surtout sous le stress. L'important, c'est le pardon et d'aller de l'avant. L'important, c'est ma sécurité et mon respect de moi-même, a contré Olivia. Et en ce moment, ça veut dire partir. Nous sommes partis avec 2 valises de ses vêtements et effets personnels, ignorant les larmes de ma mère et les avertissements sévères de mon père sur les décisions hâtives. Le trajet de retour à mon appartement s'est fait en silence, toutes deux en train de digérer la réalité troublante des priorités de notre famille. Au cours des semaines suivantes, Olivia et moi avons établi une nouvelle routine. Je l'ai mise en contact avec ma thérapeute, spécialisée dans les survivantes de violences conjugales. Nous avons trouvé un avocat qui l'a aidé à demander l'annulation et une ordonnance restrictive contre Benoît. Je filerai ses appels, bloquant le numéro de Benoît et limitant le contact avec nos parents à de brèves mises à jour factuelles. L'intérêt des médias a fini par s'estomper, bien que la vidéo soit restée accessible en ligne, un rappel numérique permanent de ce terrible moment. La famille de Benoît a tenté diverses stratégies pour contrôler le récit, de l'affirmation que la vidéo était trompeuse à la suggestion qu'Olivia avait provoqué l'incident. Ils ont même tenté l'intimidation financière, menaçant de poursuivre quiconque diffamerait le caractère de leur fils en partageant les images. À travers tout cela, Olivia a lentement commencé à se retrouver. Chaque jour apportait de petites victoires, dormir toute la nuit sans cauchemar, s'aventurer à l'épicerie sans peur, rire sincèrement devant un film que nous regardions ensemble. Tard un soir, environ un mois après son emménagement, nous étions assises sur mon balcon, partageant une bouteille de vin et regardant les lumières de la ville. Je n'arrive toujours pas à croire comment tout ça s'est terminé, a dit Olivia, les yeux dans le vague. Parfois, j'ai l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Je sais ce que tu veux dire, ai-je répondu. Je n'arrête pas de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si. Si je t'avais écouté depuis le début, a-t-elle terminé. Si je ne l'avais pas laissé m'isoler de toi. Ce n'est pas ce que j'allais dire, l'ai-je assuré. Je pensais à quel point les choses auraient pu être différentes si je n'avais pas été exclu de ton mariage. Si j'avais été là quand c'est arrivé. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Alors que nous étions assises dans un silence confortable, j'ai réalisé que nous avions enfin la relation de sœur que j'avais toujours désirée. Elle avait eu un coup terrible, mais au lendemain du traumatisme, nous nous étions retrouvés. Le chemin à parcourir serait difficile, avec des batailles juridiques et une guérison émotionnelle encore à venir, mais au moins nous l'affrontions ensemble. Tu sais ce que Benoît m'a dit après t'avoir rencontré la première fois, a demandé soudainement Olivia. Il a dit que tu étais la seule à avoir vu clair en lui. Il a littéralement dit, ta sœur est une source d'ennui. Elle remarque trop de choses. Il avait raison sur une chose, ai-je répondu. J'ai remarqué comment il t'a changé. Comment il a éteint ta lumière. Elle a hoché lentement la tête. Je pense que je l'avais remarqué aussi, au fond de moi. Je ne voulais juste pas l'admettre, même à moi-même. Cette nuit-là a marqué un tournant dans notre rétablissement. Le mur entre nous s'était finalement effondré, permettant à une communication honnête de s'installer. Nous avons commencé à reconstruire non seulement la vie d'Olivia, mais aussi notre relation de sœur. Cette fois, sur des fondations de vérité et de respect mutuel. 6 semaines après le mariage désastreux, nos parents ont demandé une réunion de famille chez eux. Olivia était hésitante, mais nous avons accepté d'y aller ensemble, en établissant des limites claires au préalable. Nous partirions immédiatement s'ils essayaient de faire pression sur elle pour une réconciliation avec Benoît, et nous arriverions et repartirions dans la même voiture pour s'assurer qu'aucune de nous ne puisse être isolée. Leur maison était la même que toujours, impeccable et parfaitement décorée, ne trahissant aucun indice de la crise familiale qui se déroulait entre ses murs. Ma mère nous a accueillis avec des étreintes maladroites, mon père, avec des hochements de tête rigides. La tension dans l'air était palpable alors que nous nous asseyions dans le salon formel, l'espace où les désaccords familiaux avaient toujours été gérés avec une politesse forcée. Nous apprécions que vous soyez toutes les deux venues, a commencé mon père, son ton suggérant une réunion d'affaires plutôt qu'une réunion de famille. Nous avons beaucoup réfléchi à cette situation. Ma mère a hoché la tête. Nous comprenons que ce qui s'est passé au mariage était malheureux, mais nous sommes préoccupés par la nature publique que tout cela a pris. Malheureux, ai-je répété, sentant déjà ma tension monter. C'est vraiment le mot que vous choisissez? S'il te plaît, Ambre, a dit mon père sévèrement. Restons civilisés. Olivia s'est redressée. De quoi vouliez-vous discuter exactement?
Ma mère a lissé nerveusement sa jupe. Nous avons été en contact avec Benoît et ses parents. Ils sont très inquiets pour ton bien-être, ma chérie. J'imagine bien, ai-je marmonné. Benoît s'est inscrit à un programme de gestion de la colère, a poursuivi mon père. Il voit un thérapeute 2 fois par semaine. Il fait de réels efforts pour remédier à ce qui s'est passé. Le visage d'Olivia est resté impassible. Tant mieux pour lui. Le fait est, a dit ma mère prudemment, qu'il t'aime toujours. Il est dévasté par ce qui s'est passé et veut une chance de se racheter. Laissez-moi deviner, suis-je intervenu. Il veut qu'Olivia lève l'ordonnance restrictive et envisage une thérapie de couple. Les regards surpris de mes parents ont confirmé que j'avais touché juste. En fait, oui, a admis mon père. Son thérapeute a suggéré qu'une thérapie commune pourrait être bénéfique pour eux deux. Un moyen de traiter ce qui s'est passé et de déterminer s'il y a un chemin à suivre. Il n'y a pas de chemin à suivre, a dit Olivia, calmement mais fermement. Ce qui s'est passé au mariage n'était pas un incident isolé. C'était juste la première fois que ça arrivait là où d'autres pouvaient le voir. Mes parents ont échangé des regards mal à l'aise. Olivia, ma chérie, a commencé ma mère avec précaution. Nous disons et faisons tous des choses que nous regrettons dans les relations. Le mariage demande du travail et du pardon. Le pardon ne nécessite pas la réconciliation, ai-je souligné. Olivia peut pardonner à Benoît à distance, sans se mettre à nouveau en danger. C'est exactement ce que nous craignons, a dit mon père, sa frustration évidente. Ambre, tu as toujours eu le don de créer la division dans cette famille. Quelque chose en moi a craqué. Des années à être étiquetée comme la difficile, la faiseuse de troubles, l'enfant à problème, ont refait surface. Créer la division. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que j'étais trop bruyante, trop opiniâtre, pendant que vous gâtiez Olivia et ignoriez tous les signaux d'alarme concernant les hommes qu'elle fréquentait. J'ai travaillé pendant le lycée et l'université pendant que vous vidiez mon compte épargne-études pour sa fête de 16 ans et ses voyages de vacances. J'ai été exclu de son mariage pour avoir osé suggérer que son fiancé était contrôlant. Et maintenant qu'il a publiquement confirmé toutes les inquiétudes que j'ai jamais exprimées, vous me blâmez? Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de ma mère était devenu pâle. Celui de mon père, rouge de colère. Ce n'est pas juste, a-t-il commencé, mais je n'avais pas fini. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de voir ma sœur subir des abus et de voir mes parents plus préoccupés par les apparences que par sa sécurité. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être le bouc émissaire toute ma vie pour avoir essayé de protéger cette famille des vérités inconfortables. Je me suis tourné vers Olivia, craignant soudain d'avoir dépassé les bornes. À ma grande surprise, elle hochait la tête. Elle a raison, a dit Olivia, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des semaines. Ce schéma dure depuis notre enfance. Vous m'avez toujours favorisé, tout donné, tout en attendant d'Ambre qu'elle se débrouille seule. Vous m'avez appris que j'avais droit à tout ce que je voulais sans travailler pour l'obtenir. Est-il étonnant que je me sois retrouvé avec un homme qui me traitait comme une possession plutôt que comme une partenaire? Mon père s'est levé brusquement. Je ne resterai pas ici à me faire accuser d'avoir échoué en tant que parent alors que tout ce que nous avons toujours fait, c'est essayer de vous donner le meilleur de tout. Le meilleur de tout, ce ne sont pas seulement les choses matérielles, ai-je dit. C'est enseigner des limites saines, le respect de soi et comment reconnaître quand quelqu'un vous traite mal. Nous n'avons pas à écouter ça, a déclaré mon père en sortant de la pièce. La porte d'entrée a claqué quelques instants plus tard. Ma mère est restée assise, des larmes coulant sur son visage. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là, a-t-elle murmuré. Nous voulions juste que vous soyez heureuses toutes les deux. Maman, a dit Olivia doucement. Je sais que vos intentions étaient bonnes, mais le bonheur construit en prétendant que les problèmes n'existent pas n'est pas un vrai bonheur. J'ai besoin que vous souteniez ma décision de quitter Benoît définitivement, pas que vous me poussiez à me réconcilier. Et j'ai besoin que vous arrêtiez de me traiter comme la méchante dans l'histoire de cette famille, ai-je ajouté. Je ne suis pas contre vous. Je suis contre le fait de voir ma sœur souffrir. Ma mère n'a pas répondu directement, hochant simplement légèrement la tête et essuyant ses yeux. Votre père se calmera éventuellement. Il le fait toujours. Nous sommes partis peu de temps après, toutes deux émotionnellement épuisées, mais d'une certaine manière plus légères. Dans la voiture, Olivia a tendu la main et a serré la mienne. Merci d'avoir dit ce qui devait être dit.
Je ne pense pas que j'aurais pu le faire seul. Tu es plus forte que tu ne le penses, lui ai-je dit. Tu l'as prouvé en quittant Benoît. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par le silence de nos parents. La colère de mon père et la douleur de ma mère ont créé un vide là où la communication existait autrefois. C'était douloureux, mais aussi clarifiant. Pour la première fois, Olivia et moi étions unis, nous soutenant mutuellement sans que les dynamiques familiales compliquées n'interfèrent. Pendant ce temps, Benoît n'acceptait pas la fin de la relation avec élégance. Ses remords initiaux se sont transformés en rancune lorsqu'il a réalisé qu'Olivia ne reviendrait pas. Il a contesté l'annulation, exigeant qu'ils essaient d'abord une thérapie de couple. Quand cela a échoué, il a commencé à utiliser des leviers financiers, menaçant de ruiner son crédit et réclamant la propriété des cadeaux offerts pendant leur relation. L'ordonnance restrictive a été mise à l'épreuve lorsqu'il est apparu devant mon immeuble un soir. Olivia l'a repéré par la fenêtre et a immédiatement appelé la police. L'incident a renforcé sa résolution de couper définitivement tous les liens. La procédure de divorce a traîné pendant des mois, les avocats de Benoît employant des tactiques dilatoires et tentant de dépeindre Olivia comme mentalement instable. La vidéo virale s'est avérée inestimable, servant de preuve irréfutable de son comportement violent. Finalement, près de 6 mois après le mariage, le divorce a été prononcé. Les mots sévères du juge à l'encontre de Benoît concernant la violence domestique ont offert une petite mesure de justice. Tout au long de cette période difficile, Olivia et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avions été depuis l'enfance. Nous avons établi des traditions de week-end, randonnée le samedi matin, brunch le dimanche dans un café local, soirée cinéma avec des collations ridiculement malsaines. Nous parlions de tout, de nos souvenirs d'enfance communs à nos espoirs pour l'avenir. Au cours d'une de ces conversations, Olivia a posé la question que j'avais évitée. « Pourquoi m'as-tu pardonné si facilement ? Après tout ce que j'ai fait, te repousser, croire Benoît plutôt que toi, l'exclusion du mariage. J'ai été horrible avec toi. J'ai réfléchi attentivement. Il ne s'agissait pas tant de pardon que de compréhension. Tu as été manipulé par quelqu'un qui a identifié tes vulnérabilités et les a exploitées. Et honnêtement, notre dynamique familiale avait préparé le terrain bien avant l'arrivée de Benoît. N'empêche, a-t-elle insisté, la plupart des gens auraient dit « je te l'avais bien dit » et m'auraient laissé me débrouiller seul. Peut-être, mais tu es ma sœur. Et je me suis souvenu de la petite fille qui me suivait partout comme si j'avais décroché la lune. Je savais que cette personne était encore là, quelque part. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolé, Ambre, pour tout. Pas seulement avec Benoît, mais pour toutes les années où j'ai profité de la façon dont nos parents nous traitaient différemment. Je savais que ce n'était pas juste, mais c'était plus facile d'accepter le favoritisme que de le remettre en question. Je n'étais pas parfaite non plus, ai-je admis. Parfois, j'étais tellement concentré sur le fait d'avoir raison que j'oubliais d'être gentille. Il y a eu des moments où je t'en voulais au lieu de reconnaître que tu étais aussi blessé par leur laxisme, juste d'une manière différente. Cette conversation a marqué un tournant. Nous n'étions plus seulement deux personnes liées par les circonstances et la crise. Nous reconstruisions activement notre relation sur de nouvelles bases d'honnêteté, de respect mutuel et d'affection sincère. À l'arrivée du printemps, Olivia a pris la décision de retourner à l'université pour terminer le diplôme qu'elle avait abandonné en rencontrant Benoît. Je l'ai aidé à postuler pour des bourses et une aide financière, fière de sa détermination à se construire une vie indépendante. Elle a emménagé dans son propre appartement près du campus, un petit mais significatif pas vers la reconquête de son autonomie. J'ai également investi dans ma propre croissance, acceptant une promotion qui exigeait plus de voyages mais offrait de nouveaux défis passionnants. Nous nous sommes assurés de rester connectés malgré des emplois du temps plus chargés, nous envoyant des SMS quotidiennement et réservant les dimanches soirs pour des appels téléphoniques ou des dîners ensemble. À l'approche de Noël, nous avons été confrontés à un dilemme. Notre première grande fête depuis la confrontation familiale se profilait avec des tensions non résolues. Après de longues discussions, nous avons décidé de créer notre propre tradition, invitant des amis qui n'avaient pas de famille locale à un dîner participatif dans mon appartement. La veille de Noël, ma mère a appelé. C'était le premier contact direct en près de 3 mois. Je me demandais si vous aviez des projets pour demain, a-t-elle dit avec hésitation. Nous organisons un dîner chez moi, ai-je répondu. Un genre de réveillon entre amis. Oh, la déception dans sa voix était évidente. Ton père et moi espérions. Eh bien, nous pensions que ce serait bien d'essayer d'être ensemble en famille. J'ai jeté un coup d'œil à Olivia, qui écoutait sur le haut-parleur.
Elle a légèrement hoché la tête. Peut-être que nous pourrions passer pour le dessert, ai-je offert, vers 21h. Ce serait merveilleux, a dit ma mère, son soulagement palpable. Je ferai ce cheesecake au potiron que vous aimez toutes les deux. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début, un pont fragile construit au-dessus du gouffre qui s'était ouvert entre nous. Il y aurait d'autres conversations difficiles à venir, d'autres limites à établir et à respecter. Mais pour la première fois, j'avais l'espoir que notre famille pourrait éventuellement guérir, même si la relation avait une apparence différente d'avant. Un an après le mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu, Olivia et moi étions assises à une table tranquille dans notre café préféré, partageant un petit déjeuner et réfléchissant à tout ce qui avait changé. L'anniversaire avait ravivé des émotions difficiles pour elle, mais elle les affrontait avec une force et une clarté qui me rendaient incroyablement fier. Je reconnais à peine la personne que j'étais à l'époque, a-t-elle dit, remuant son café d'un air songeur. Parfois, j'ai l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre quand j'y pense. Les signes physiques de ce jour s'étaient estompés depuis longtemps, mais la guérison émotionnelle se poursuivait. Olivia s'était transformée de manière visible et invisible. Sa confiance naturelle était revenue, n'étant plus assombrie par le contrôle de quelqu'un d'autre. Elle s'était coupé les cheveux courts, les avait teints en violet pendant un certain temps, et avait finalement opté pour une coiffure qu'elle avait choisie uniquement parce qu'elle la rendait heureuse. Sa garde-robe, autrefois limitée à la palette de tons neutres approuvée par Benoît, explosait maintenant de couleurs et de personnalité. Tu as fait tellement de chemin, lui ai-je dit sincèrement. Finir ton diplôme, trouver ton nouvel appartement, faire du bénévolat au centre d'aide. Je suis si fier de toi. Elle s'était en effet lancée dans la construction d'une nouvelle vie. Après avoir obtenu son diplôme en commerce, elle avait décroché un poste dans une agence de marketing qui valorisait sa créativité et ses idées. Son petit appartement près du centre-ville était rempli d'art et de livres interdits pendant sa relation avec Benoît. Plus significativement, elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre de ressources pour les victimes de violences domestiques, utilisant son expérience pour aider d'autres femmes à reconnaître et à échapper à des relations abusives. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi, a-t-elle insisté. Tu m'as offert un refuge sur quand mon monde entier a implosé. Notre relation avec nos parents s'était améliorée, bien que lentement et avec des limites claires. Après plusieurs conversations difficiles et quelques séances de thérapie familiale, ils en étaient venus à reconnaître leur rôle dans la perpétuation de schémas malsains. Mon père avait le plus de mal à accepter sa responsabilité. Mais même lui avait fait des progrès récemment, admettant qu'il aurait dû prendre mes inquiétudes concernant Benoît plus au sérieux. Les réunions de famille n'étaient plus des exercices de faux-semblants. Au lieu de cela, nous apprenions à communiquer honnêtement, même lorsque c'était inconfortable. Le processus n'était pas parfait, mais il était authentique, ce qui rendait même les moments difficiles significatifs. As-tu eu d'autres nouvelles de Benoît, ai-je demandé prudemment. Olivia a secoué la tête. Pas directement. Jessica a mentionné qu'il sort avec quelqu'un de nouveau. Une femme qu'il a rencontrée au club de ses parents. Je n'ai pas pu cacher mon inquiétude. Cette pauvre femme n'a aucune idée de ce qui l'attend. J'ai pensé à essayer de la prévenir d'une manière ou d'une autre, a admis Olivia. Mais je ne pense pas qu'elle me croirait. Je ne m'aurais pas cru il y a un an. C'était la douloureuse vérité que nous avions toutes les deux fini par reconnaître. Les gens acceptent rarement les avertissements sur les comportements abusifs jusqu'à ce qu'ils en fassent l'expérience eux-mêmes. Tous les signaux d'alarme qui semblaient si évidents rétrospectivement étaient facilement rejetés ou rationalisés sur le moment, surtout lorsqu'un agresseur est doué pour la manipulation. La vidéo est toujours en ligne, ai-je souligné. Si elle cherche son nom, elle la trouvera. C'est vrai. Et sa famille ne peut pas effacer ça, peu importe leurs efforts. Elle a souri tristement. C'est peut-être ma contribution au monde, aussi involontaire soit-elle. Un enregistrement public de qui il est vraiment. Les leçons que nous avions toutes les deux apprises à travers cette épreuve étaient profondes et durables. Pour Olivia, le voyage avait consisté à reconnaître sa propre valeur et à reconstruire son estime de soi après des années d'érosion progressive. Pour moi, il s'était agi de trouver l'équilibre entre dire la vérité et offrir du soutien, entre rester ferme dans mes convictions et être douce avec ceux que j'aimais. Tu sais ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années ? A dit Olivia, brisant notre silence réfléchi. Que l'amour ne fait pas mal. Que quelqu'un qui t'aime vraiment ne te fera jamais te sentir plus petite ou moins digne. Il ne t'isolera jamais des gens qui tiennent à toi. Et que tes instincts comptent, ai-je ajouté.
Si quelque chose semble anormal, c'est probablement le cas, même si tu ne peux pas expliquer exactement pourquoi. Nous étions toutes les deux devenues plus exigeantes dans nos relations. Olivia prenait le temps de se concentrer sur elle-même, déclinant les opportunités de rencontre pour s'assurer d'être complètement guérie avant d'envisager une nouvelle relation. J'avais récemment commencé à voir quelqu'un qui respectait ma franchise au lieu d'essayer de m'adoucir. Un changement rafraîchissant par rapport aux expériences passées. Penses-tu que le pardon est toujours possible? A demandé soudainement Olivia. Pas seulement avec Benoît, mais aussi avec maman et papa. J'ai réfléchi attentivement. Je pense que le pardon est possible, mais ça ne veut pas dire oublier ou s'exposer à plus de mal. C'est trouver la paix avec ce qui s'est passé, pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Je pense que j'ai pardonné à nos parents, a-t-elle dit lentement. Ils ont fait des erreurs, de graves erreurs, mais ils faisaient ce qu'ils pensaient être juste, même si c'était mal avisé. Et Benoît, elle a regardé par la fenêtre, observant les gens passer dans la rue. C'est plus difficile. Je n'en suis pas encore là. Peut-être un jour, pas pour lui, mais pour moi. Il n'y a pas de calendrier pour la guérison, lui ai-je rappelé. Tu peux gérer ça de la manière qui te convient. Notre conversation s'est tournée vers les projets futurs. Olivia envisageait de reprendre des études supérieures, explorant des programmes qui l'aideraient à avancer dans sa carrière. On m'avait approché pour une promotion potentielle qui impliquerait de gérer ma propre équipe, un défi que j'étais impatiente de relever. Alors que nous nous préparions à partir, Olivia m'a surprise avec une petite boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec 2 cercles entrelacés. C'est un nœud de sœur, a-t-elle expliqué, symbolisant un lien incassable, même lorsqu'il est mis à l'épreuve. J'ai ravalé mes larmes en l'attachant à mon poignet. C'est parfait. En retournant à nos voitures respectives, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait menés jusqu'ici. Le chemin avait été douloureux au-delà de l'imagination, mais la relation que nous avions maintenant était plus forte et plus authentique que je n'aurais jamais pu l'espérer. Nous avions traversé la pire des tempêtes et en étions sortis non seulement intacts, mais transformés. L'expérience m'avait appris que les liens familiaux peuvent être à la fois fragiles et résilients. Ils peuvent se briser sous la pression, mais aussi se reformer dans de nouvelles configurations, parfois plus fortes. Plus important encore, j'avais appris que dire la vérité, même lorsque cela vous coûte cher sur le moment, est finalement un acte d'amour qui peut avoir des répercussions inattendues. Je pense souvent à ce que je dirais à d'autres personnes confrontées à des situations similaires avec des proches dans des relations néfastes. Faites confiance à vos instincts. Fixez des limites, mais laissez des portes ouvertes. Soyez le refuge vers lequel ils peuvent revenir quand ils sont prêts. Et rappelez-vous que la guérison n'est pas linéaire, mais qu'elle est possible avec de la patience et du soutien.